Dans le premier épisode, Martine Laroche-Joubert nous raconte son enfance au Maroc dans les années 50, où elle a frôlé pour la première fois un vrai sentiment de liberté qui détonne avec une éducation stricte. Martine revient sur ses études à Sciences Po, lieu de sa rencontre avec le père de sa fille, avant de nous raconter comment elle tombe dans le journalisme tout à fait par hasard, alors qu'elle est une jeune maman. Dans cet épisode, Martine Laroche-Joubert nous raconte son arrivée au service économie du quotidien de Paris, sans grande appétence pour le journalisme, jusqu'à ce qu'elle renoue avec le sentiment de liberté de son enfance lors d'un reportage en Centrafrique en 1979. Épisode 2, un ticket pour le journalisme. Je suis allée au quotidien de Paris, rue Parmentier, je me souviens. Je connaissais personne. Je suis montée, j'ai dit « Je peux voir le rédacteur en chef ?» On m'a dit oui. C'était facile à l'époque. Donc je le vois, je lui raconte ma vie, mes diplômes, tout ça et tout. Et il me dit « Ah ben oui, on a besoin de quelqu'un en économie. Vous commencez dimanche. » Oh, dimanche. J'étais effondrée. Mais vraiment, hein, vraiment effondrée. Donc, je suis entrée au quotidien de Paris en 1974. J'arrive le dimanche et je me souviens, j'étais en train de me chercher un pseudo. Je voulais pas m'appeler comme mon père. Je voulais pas non plus m'appeler Laroche-Joubert. Je me cherchais un pseudo un peu exotique. J'avais écrit Diane Havane. Je trouvais que ça faisait un peu la Havane. Ça me semblait exotique. Je me cherchais des prénoms. Et à ce moment-là, ils arrivent et ils me disent il faut faire un article sur le Concorde. Le Concorde, oui, d'accord, ok. Heureusement, comme je lisais beaucoup les journaux, j'avais vu que Le Monde avait créé un article sur le Concorde. Je récupère Le Monde, je mets le début à la fin, le milieu, je l'éclate, je remanie tout ça. J'avais l'habitude de ça à Sciences Po. Je remanie tout ça. Et j'ai pas eu le temps de me trouver un pseudo. J'ai travaillé tout l'après-midi et c'est comme ça que mon premier article a paru dans la presse. D'autant plus qu'on m'avait dit, mais non, mais tu verras, tu vas mettre des mois avant de faire un article et surtout de le signer. Et voilà, mon premier jour, je signe un article. Et le quotidien de Paris était plein de gens extrêmement brillants. Mais moi, je n'aimais pas mon service, le service économique, je m'ennuyais à périr là-dedans. Mais il y avait un moment très intéressant le soir où ils avaient le don de trouver des titres accrocheurs. Et donc, il y avait une sorte de compétition tous les soirs entre les journalistes pour trouver un titre accrocheur. Moi, j'en ai jamais trouvé un sale. Et je dois dire aussi que c'est au quotidien de Paris que j'ai fait la pire erreur de ma carrière. Je venais d'entrer au quotidien de Paris. J'étais de permanence nuit. Et là, je rencontre une fille qui commençait aussi comme moi. Et on commence à se raconter un peu nos vies. Elle aussi, elle avait un enfant. On regarde les téléscripteurs. À ce moment-là, il y avait des dépêches d'un œil un peu distrait, comme ça. Oui, bon, voilà, on regarde. À 2h du matin, on s'en va. Je rentre chez moi. Bon, je passe ma nuit. Je me réveille vers 11h midi. Je vais sur le boulevard Sébastopol. J'habitais à côté. Et je vois les kiosques à journaux. Les aveux de Nixon. Des aveux de Nixon. Je demande le quotidien de Paris, espérant je sais pas quoi, un miracle, et je vois le plan Monory du nom de ministre de l'Éducation de l'époque. Oh, on avait loupé les aveux de Nixon sur le Watergate et tout ça. Je sais pas comment j'ai trouvé la force d'aller au quotidien de Paris. Tout le monde me regardait quand je suis arrivée, sans dire un mot. Je rentre chez le rédacteur en chef pour donner ma démission, au bout de 15 jours. Et là, il me dit une phrase extraordinaire. Il me dit « C'est en faisant des erreurs qu'on devient un bon journaliste. Nous n'en parlerons plus jamais. » Je suis sortie de là, j'étais sidérée. C'était plus que de la gentillesse, quoi. C'était vraiment un cadeau extraordinaire qu'il me faisait. Finalement, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu continuer mon métier de journaliste, parce que normalement, il aurait dû me virer. Et dans ces cas-là, j'aurais arrêté le journalisme. Et cette phrase-là, je ne l'ai jamais entendue d'un autre rédacteur en chef. Chaque fois que vous faites une erreur, ça devient, voilà, c'est l'apocalypse qui vous tombe sur la tête. Et là, c'était une erreur énorme. Et Philippe Tesson était à ce moment-là le directeur du quotidien de Paris. Et il ne m'a rien dit non plus. Et les journalistes ne m'ont rien dit non plus. C'était pas l'envie qui leur en manquait. Hein. Et l'amie fille avec qui j'étais, elle parlait un anglais parfait, elle avait plein d'amis aux États-Unis, donc elle s'est rattrapée en téléphonant à plein de gens aux États-Unis. Et moi, j'étais complètement nulle. Je savais même pas quoi faire. Dans mon service économique, je connaissais personne aux États-Unis. Enfin bref. Donc voilà, je me sentais terriblement humiliée.
quelqu'un que j'avais rencontré des années auparavant, qui s'appelait Michel Lancelot, qui était à ce moment-là une star d'Europe 1, où il avait une émission qui s'appelait Campus. On lui avait demandé de créer une émission qui ne ressemblerait à aucune autre. C'était le début d'Antenne 2. Il voulait créer une émission qui s'appelait Un jour futur, de culture rock, pop, où il m'a demandé d'être chroniqueuse. Je me souviens qu'il m'avait dit tu verras, à partir du moment où on va te voir à l'image, ta vie va changer, tout le monde va te reconnaître. Et moi, j'étais épouvantée par ça. Je voulais pas du tout qu'on me reconnaisse, ni que ma vie change particulièrement. Je veux dire, la célébrité ne m'attirait pas du tout. C'était 5 heures de direct tous les samedis, où il y avait de la musique, les Stones sont venus sur le plateau, des écrivains. Nous étions filmés dans des miroirs par un réalisateur communiste qui s'appelait Raoul Sangla. Ce qui intéressait Raoul, qui était assez révolutionnaire, c'était les accidents dans les directs. C'était quand ça se passait mal. C'était ça. Et donc on était toujours filmés dans des miroirs, on ne savait jamais quand on était à l'antenne ou pas. Et là, je me demandais encore, mais qu'est-ce que je fais là ? Je comprenais pas très bien quel était mon rôle, ce que je vais dire, pas dire. Et je me disais, mais c'est ça la télé ? J'avais vraiment jamais regardé la télé avant. Je me disais, c'est quand même incroyable. Et puis un jour, ils ont invité une troupe de théâtre. Ils se sont mis nus sur le plateau. Là, Raoul Sangla, le réalisateur, a senti qu'il tenait un truc qui allait lui plaire. C'était comme ça. Et ils se mettent nus. Moi, j'étais là, je regardais ça, je me disais, bon, ok, c'est comme ça. Et à ce moment-là, on a vu les administrateurs qui se sont descendus comme ça sur le plateau. Le standard avait explosé. On a été convoqués et renvoyés sur l'heure. Voilà, fini, terminé l'émission. Et je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini. Je ne travaille plus, c'est top. Mais quelqu'un m'avait remarqué au journal d'Antenne 2. 20h, 0 minutes, 10 secondes. Et puis après, 8 ou 9 mois après, donc la même année, j'ai reçu un coup de téléphone. Est-ce que vous voudriez travailler pour le journal ? J'y suis allée un peu à reculons. Je voulais vraiment pas être journaliste et je suis rentrée au journal d'Antenne 2 et dans la section des faits divers. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait les planques. Il y avait des grosses affaires, le baron en pain enlevé, vous voyez, l'affaire Boulin, c'était peut-être ou pas suicidé, on dit que non maintenant. Il y avait des grosses affaires, des énormes faits divers que j'ai suivis en partie. Et voilà, j'étais ni bien ni mal. C'est très particulier, les faits divers. Si, j'ai fait quelque chose dont on se souvient, c'est la mort de Mesrine. Parce que, tout à fait par hasard, j'étais pas loin de l'endroit où il venait d'être tué. Et encore plus extraordinaire, la voiture d'Antenne 2 à l'époque dans laquelle j'étais avait un téléphone. Donc je suis arrivée la première, porte de Clignancourt, à l'endroit où Mesrine avait été tuée. En 79, il était encore dans la voiture, la tête appuyée sur le volant. Il portait une perruque qui était posée sur le capot de la voiture. Il y avait sa compagne à côté qui avait reçu une balle ou un éclat dans l'œil. À ce moment-là, il y a plein de monde autour. Le commissaire Broussard qui était là comme un cow-boy. Il avait l'air très content de cette mort de Mesrine. Et moi j'ai couvert ça sans vraiment me rendre compte de l'impact. Et j'ai remarqué que souvent cette histoire, on m'en parle, la mort de Mesrine, justement parce que j'étais là, par chance, la première. Et il est arrivé que je me retrouve avec le commissaire Broussard sur un plateau. Lui, il soutenait qu'il y avait eu des sommations. Et moi qui avais interrogé des témoins tout autour, il n'y a pas eu de sommation. Ils étaient, c'est une camionnette qui était passée devant la voiture de Mesrine. Ils avaient soulevé la bâche et puis ils avaient tiré. Bon, je vois pas très bien les sommations, même comment il aurait pu les entendre, ni comment ils auraient pu les faire. Donc, Broussard soutenait, pour des raisons de procédure, qu'il y avait eu des sommations. Mais bon, c'est pas ça qui a déclenché vraiment mon envie de continuer le journalisme. Ça ne me marque pas plus que ça. Je connaissais mal l'itinéraire de Mesrine. Ça me marque juste sur un plan de la compétition, quoi. J'aime bien quand même la compétition et j'étais la première. Donc ça, c'était important pour moi.
Mais autrement, pas plus que ça. Je me rendais pas du tout compte de l'impact que ça avait, mais même auprès des gens, auprès de la population française. Il y en a certains pour qui Mesrine est une sorte de héros. Ça l'était pas du tout pour moi. Vraiment pas plus que ça. Et d'ailleurs, à la rédaction, j'ai pas été spécialement félicitée. Ils considéraient plutôt que j'avais eu de la chance d'être là et que j'avais eu la chance d'être en voiture à côté, que j'avais eu la chance d'être en voiture avec un téléphone. Alors ça, c'était vraiment, à l'époque, c'était très, très, très rare. Je crois que j'avais déjà quand même une distance. J'avais déjà au moins peut-être appris ça, c'est que il faut toujours avoir une distance et toujours avoir du recul. Même si je me suis opposée au commissaire Brossard sur le fait que, à mon avis, il n'y avait pas eu de sommation, et de l'avis de tous les témoins qui étaient là, il y avait beaucoup de monde sur cette place de Clignancourt. J'avais quand même de la distance parce que je pensais qu'il fallait quand même que je fasse un bon reportage, qu'on voit bien ce qui se passait, que j'interroge les gens qu'il fallait, que j'interroge aussi d'ailleurs le commissaire Broussard, les témoins et tout et tout. Je me souviens juste que j'avais été un peu, pas choquée est un grand mot, mais il était vraiment tellement triomphant de l'avoir tué. Juste, il se promenait vraiment comme ça, avec cet air de cow-boy. Il avait éliminé l'ennemi public numéro 1 et franchement, il en était très fier. Mais moi, particulièrement, je suis rentrée à la rédaction, j'ai fait mon boulot, et puis le lendemain, j'étais envoyée ailleurs. Voilà, c'est tout. Hein. Quand je suis arrivée à la rédaction d'Antenne 2, le chef de service était un jeune mec de 28 ans, à peu près du même âge que moi, toujours une cigarette à la bouche. Et il me fascinait parce qu'il passait entre nous, les journalistes, et quasiment, comme il avait une très bonne plume, il nous dictait à chacun une partie de notre commentaire. Et ça, c'était assez fascinant de le voir faire ça, parce que il passait d'un journaliste qui traitait d'un fait divers à un autre fait divers, puis un autre fait divers, comme ça, toujours avec sa cigarette. Il était très intelligent et voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai quitté le père d'Alexia, Patrick. J'étais assez déchirée parce que il était mon meilleur ami et il l'est toujours. Et donc je suis partie avec Michel Toulouse. Il y avait beaucoup de journalistes, je les voyais qui partaient, ils me disaient « mais tu verras un jour, hein, tu y arriveras hein. ». Mais je n'avais pas spécialement envie, je ne m'imaginais même pas rentrant dans le service de politique étrangère, qui était le service le plus prestigieux du journal, et où à l'époque, il n'y avait aucune femme. Donc je les entendais me dire ça, c'était plutôt les caméramans qui me disaient ça, hein, pas les patrons du journal. Ça me semblait un but totalement inatteignable. J'avais pas une ambition dévorante et puis je me disais mais peut-être qu'un jour je pourrais arrêter, reprendre des études. J'étais plutôt dans cette optique-là. Et à un moment, j'ai eu un déclic. C'était en 1979. On m'a envoyé faire des reportages pour la fin de l'année. On est plusieurs journalistes où on devait réaliser les vœux des enfants dans une école. Et il y avait 2 enfants dans une école qui avaient dit qu'ils souhaitaient rencontrer des pygmées et qu'il souhaitait vivre dans une caravane de chameaux. Et on m'a dit, bah voilà, toi tu pourrais faire ça, tu pourrais aller en Centrafrique à la poursuite des pygmées avec 2 enfants. Et me voilà partie avec 2 enfants de 10 ans, un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste et tout ça, parce qu'à l'époque, on tournait en film. On tournait pas en vidéo, hein, on tournait en film. Et là, en Centrafrique, sur la route de l'aéroport jusqu'à Bangui, les odeurs, l'atmosphère, les bruits de la nuit, ça m'a évoqué Chichawa, le Chichawa de mon enfance. Subitement, des dizaines d'années après, j'ai ressenti la même sensation que dans ce camion quand j'allais voir mon frère qui venait de naître entre Chichawa et Marrakech. J'ai ressenti exactement la même sensation. Et là, je me suis dit, mais c'est génial le journalisme. C'est formidable, c'est exactement ce que je veux faire. Ça m'a pris des années, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je veux bien être journaliste. Voilà.
Ce voyage en Centrafrique, en plus avec des enfants et avec ces pygmées qui étaient tellement poétiques, dont le rêve c'était de tuer un éléphant qui passerait au-dessus d'eux, parce qu'à ce moment-là, ils seraient vraiment des hommes qui racontaient des histoires extraordinaires en langue pygmée, qui étaient traduites par ce qu'ils appelaient les grands noirs en français. Et leur musique est extraordinaire. La musique pygmée est une musique compliquée, difficile. Et pour ce voyage chez les pygmées, nous étions accompagnés d'un chercheur du CNRS qui a analysé cette musique. C'était son métier. Et c'est une musique tellement compliquée, mais tellement extraordinaire. On a fait des erreurs avec eux. On voulait par exemple chasser avec eux et partir à la chasse. Alors on leur avait dit rendez-vous à 5h du matin. On imaginait qu'ils les allaient chasser très tôt la nuit. Et je me souviens, je vois encore les pygmées arrivant avec leur petit chien grelottant dans les bras. En réalité, on ne les jamais chassé si tôt le matin. Il faisait beaucoup trop froid. Et de toutes les façons, chasser avec eux, ça servait à rien parce que avec notre odeur de blanc, on éloignait le gibier. Mais voilà, c'était extraordinaire. Et puis après, on est allé au Niger, du côté d'Agadez, où on avait rencontré le sultan d'Agadez, qui nous avait envoyés dans une caravane, dans le désert. Ce sont des endroits où on ne peut plus du tout aller maintenant. C'est beaucoup trop dangereux. Il y a des groupes terroristes qui errent partout, c'est absolument impossible. Mais à l'époque, c'était extrêmement tranquille. Et nous avons vécu au milieu d'une caravane de 500 chameaux. J'entendais comme ça dans mon oreille les cavalcades aussi de Marrakech, du Glaoui de Marrakech. Et c'est ce voyage-là qui a été vraiment déterminant, complètement déterminant dans ma volonté de devenir vraiment une vraie journaliste. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison de Destin consacrée à Martine Laroche-Joubert. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry. Réalisation, Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.